Quand j'interviens en collège et en lycée et que les gamins me demandent ce que c'est que mon métier, je leur dis toujours que je croyais naïvement que j'allais passer mon temps à la terrasse des cafés avec des copains à regarder les filles magnifiques qui passent l'été, et puis que de temps en temps, il y aurait une muse qui me soufflerait des trucs à l'oreille, et je m'aperçois que on est enfermé dans une cellule, qu'on bosse toute la journée et que mon plan com a dû merder quelque part. Ouais. On aurait dû prendre un divan. Non, c'est bien. Non, non, parce qu'il y a de ça, il y a de ça, il y a de ça. En fait, C'est ça qui est intéressant. j'ai eu une immense chance, c'est d'avoir des parents qui bougeaient beaucoup. Donc je suis né au Cambodge, Ouais. au siècle dernier. J'ai grandi aux Comores. Je me suis baladé après un petit peu partout. Et la plus grande, la plus longue période de ma vie à peu près stable s'est passée en Normandie. Je suis resté 25 ans, donc ouais, j'ai besoin de bouger. Mais l'avantage, c'est que quand tu te construis comme ça, je crois que tu apprends à regarder différemment, à écouter, et tu es toujours un peu différent des autres, donc tu vas, ou pas, naturellement vers eux. Premier cadeau des parents, donc la bougeotte. Deuxième cadeau des parents, les origines. Je suis un mélange, j'ai du sang vietnamien alors que je suis né aux Comores, je suis fatigué, au Cambodge, ce qui fait que c'était déjà les frères ennemis. Et puis troisième cadeau, là du papa seulement, à l'époque il nous ramenait tous les jeudis Spirou Tintin Pilote. Et puis j'appartiens à une génération qui n'a pas grandi avec la PS4, et on n'avait pas la télé, et on avait très peu la radio. Donc il nous restait quoi? Il nous restait les livres, les BD principalement gamins, et puis ensuite très vite les romans, et puis le cinéma. Et donc avec mon frère, on a éprouvé le besoin de raconter des choses. Aujourd'hui mon frère est illustrateur et moi je suis auteur, parce qu'on est allé naturellement vers ce qui nous portait. Moi, je me rappelle qu'Eric, il savait pas encore écrire, il faisait déjà des dessins, il racontait des histoires en dessin, des strips. Et puis après, moi, ça vient d'une frustration, en fait. J'ai toujours voulu être dessinateur de BD. Ouais, ouais, vraiment, j'ai dessiné très très longtemps. Et puis un jour, je suis d'une immense fainéantise. Je me suis rendu compte que, par exemple, ça me prenait 3/4 d'heure d'écrire la descente des 2000 orques le long de la plaine, et qu'à dessiner, ça allait pas être la même paire de manches, donc je suis passé à l'écriture. Après, pourquoi c'est le côté psychanalyste, c'est parce que je ne me vois pas faire autre chose. Je savais pas où aller, j'ai passé un bac D, alors on va rigoler 2 minutes, j'ai passé un bac D scientifique avec 3 en maths et 5 en physique, soyons clairs. J'ai fait un doc de langue d'anglais, que j'ai principalement, j'aurais pas à le dire si mon fils voit ça, que j'ai principalement passé au bar de la fac. Et puis je suis rentré à l'école normale d'instituteur, j'ai enseigné pendant 15 ans. C'était toujours pas mon truc. Il se trouve que j'ai découvert le jeu de rôle à la fin des années 80, que je me suis mis à écrire parce que tiens, c'était bien, c'était l'occasion d'écrire des scénars. Je suis comme tout le monde, je suis arrivé à l'école normale, on s'embêtait à 100 sous de l'heure. Il y avait une vieille boîte de Donjons et Dragons rouge là, qui pourrissait sur une étagère. Juste à côté, il y avait l'appel de Cthulhu. Et on s'est mis à jouer comme des dingues pour occuper le temps. Et puis très très vite, je me suis senti à l'étroit dans les scénars tout faits, donc on a commencé à broder. Puis après j'ai écrit des jeux, donc j'ai publié Hurlement, j'ai publié Chimère, j'ai eu la chance de bosser avec Casus Belli, avec des gens comme Cyrose, enfin, avec plein de boîtes, avec Dragon Radieux, de travailler sur les jeux des autres. Et ça a été ouais, ça a été vraiment l'élément déclencheur, c'est ça. C'est tiens, on peut écrire, tiens, on peut être publié. Par le jeu, quoi, finalement. Ah oui, oui, complètement. Mais c'était comme le dessin. Je crois qu'il faut faire ses gammes avant de vraiment trouver son truc. Et donc, plus on va faire ses gammes, j'allais dire, où on peut écarter, où il n'y a pas de frontières, où tu peux toujours les repousser, et mieux on se porte. Et puis après, on va réduire la voilure et on va aller instinctivement vers ce qui nous porte. Aujourd'hui, par exemple, j'ai autant de bonheur à faire du thriller adulte, ancré dans la réalité, que de la fantaisie ado où je peux me lâcher. Voilà, c'est la même jubilation vraiment d'écriture,
Et en même temps, c'est deux métiers différents qui se côtoient et qui me permettent de ne pas retomber dans une espèce de méthode, de train-train qui me Oui, va qui pas. t'ennuie vite. En fait. J'écris des romans policiers où il n'y a jamais un personnage de policier. Ah ouais? Ouais, ouais. Alors ça, je le confesse, ça vient de mon papa. J'ai un papa divisionnaire à la retraite qui est extrêmement pointilleux sur les comment est-ce qu'on appelle ça, le déroulement des enquêtes et les méthodes. Et au bout d'un moment, je me suis dit que ça allait être trop compliqué, qu'on serait jamais d'accord. Donc voilà. Maintenant, il me lit, donc je suis ravi. Et j'ai jamais un personnage de flic. Et en même temps, peut-être que ce serait trop proche, donc j'ai pas envie. Pour moi, le thriller, c'est surtout un prétexte pour parler de la vie, pour parler des humains. Voilà. Si j'emmène mes lecteurs en Corée du Nord, c'est parce que la Corée du Nord m'a bouleversé et que je voulais absolument en parler. Par quel biais? Les reportages ont déjà été faits. Les analyses géopolitiques ont déjà été faites. Ça n'a aucun intérêt. Si en revanche j'amène un lecteur qui s'était pas forcément penché sur la question par le biais d'une histoire rythmée, un peu musclée, à tourner les pages et mine de rien à s'intéresser à la question, j'ai fait mon boulot. Je crois que le thriller aujourd'hui, je sais plus qui a dit ça, c'était vachement bien. Le roman noir, c'est raconter une histoire qui a eu lieu. Il y a un meurtre, on cherche, voilà, c'est fait. Le thriller, c'est raconter une histoire qui est en train de se dérouler. On ne sait pas et on avance en même temps. Et donc on va parler du monde dans l'état actuel et on ne sait pas ce qui va se passer là, demain, après-demain, et on va avancer. C'est juste la différence. Ça reste toujours des histoires policières, ça reste toujours des histoires avec des rebondissements, des enquêtes. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. J'ai fait une trilogie, la trilogie des ténèbres, on retrouve à chaque fois le mot ténèbres dans le titre. Donc c'est extrêmement répétitif, mais parce que, par exemple, une de mes obsessions d'homme, et j'ai toujours pas la réponse, c'est de me demander comment le plus gentil, le plus doux des humains peut, parce qu'on aura tiré sur les mauvais fils, se transformer en bête, en fou furieux. C'est pas tant la figure tarte à la crème du serial killer qui m'intéresse. Ça, c'est du prétexte, c'est de la méthode de romancier. Je l'ai utilisé comme tout le monde, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'autre. C'est celui qui va subir, c'est le kidam, c'est le monsieur tout le monde. Et dans mes bouquins, souvent, tu trouves un monsieur tout le monde un monsieur ordinaire ou une dame ordinaire qui va vivre des choses extraordinaires. Et c'est qu'est-ce qui se passe, comment j'aurais réagi, comment il va réagir. Et j'espère inviter du coup mon lecteur à se poser les mêmes questions et à se dire je fais quoi. Sincèrement, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que je suis méfiant de nature. On va en revenir à cette histoire d'humilité là. Quand tu reçois un relevé de vente, tu auras vendu 5 000, 10 000, 100 000 bouquins. Rien ne m'autorise à penser que sur 10 000 bouquins, il n'y a pas 9 999 personnes qui ont été déçues à l'arrivée. C'est juste un chiffre de vente. Alors que quand tu vas au salon, que tu rencontres les gens, et c'est encore plus flagrant en jeunesse parce qu'ils n'ont pas de filtre. Les gamins t'expliquent, celui-là il est génial, celui-là il est nul. Tout à fait. Et ils réalisent d'un seul coup que le monsieur qui a écrit les bouquins est derrière la table et qu'il vient dire un truc. Et là tu peux établir un dialogue. Et c'est formidable parce que tu as un retour que tu ne peux pas avoir par ton éditeur. Ton éditeur a un point de vue sur ton travail. A priori il est bon, sinon il ne sortirait pas le bouquin. Mais dans les salons, d'un seul coup, tu vas voir ce vrai... On en revient au rapport humain. Tu vas avoir ce véritable échange. Ça va pas forcément te donner, heureusement, une méthode absolue pour écrire des livres. Ça, on s'en fout. Mais ça va te montrer où tu t'es trompé et où tu as réussi ton truc. Par exemple, dans Le berceau des ténèbres, c'est le 3e de la trilogie, je voulais une scène extrêmement violente, mais j'avais pas envie de l'écrire. Et j'ai réussi mon coup. Et en fait, on va reparler Cinoche. Je me suis basé sur la scène d'une nuit en enfer. Tarantino, le psychotique, va rester avec l'otage. Georges Clooney s'en va. Et il lui fait la scène de Monsieur 44, qui a ses 6 petits amis, qui crie plus fort qu'elle, court plus vite qu'elle, qu'il faut qu'elle reste calme. Et il dit à son frère,
bien entendu, tu ne fais pas comme la dernière fois, et il s'en va. Tarantino met ses lunettes, met la télé, et puis il tapote sur le lit et il demande à la dame de venir à côté de lui. Fin de l'histoire, on passe à autre chose, et quand Clooney revient, le spectateur a eu le temps de se dire « Oh là, il va se passer un truc ». Et quand il revient, par flash, alors là je vous invite à revoir cette scène, c'est un modèle du genre. Tu vois des éclats de sang sur un mur, tu vois que les éclats de sang vont jusqu'au plafond, et tu vois rien d'autre. Et je crois me rappeler qu'il y a une goutte de sang sur les lunettes ou sur le visage de Tarantino. Et l'autre, tu dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Et t'es partagé entre l'horreur et le fou rire, parce que Tarantino dit, ah non, mais je t'assure que son attitude a radicalement changé à la minute où tu as quitté cette pièce. Et Rodriguez, il fait confiance au spectateur. Et c'est vrai que chacun, en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de ce qu'on a lu, on se fait un cinoche. Un cinoche monstrueux qui va bien au-delà de tout ce qu'on aurait pu te montrer à la Walking Dead en mettant partout. 3 gouttes de sang sur un mur et tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il lui a fait? Et ben j'ai copié. J'ai fait la même. C'est-à-dire que je montre mon personnage principal comme un type qui n'a pas de sentiments. En tout cas, pas quand il fait ça. Qui est un pur produit de la Corée du Nord où il a été officier des renseignements. Il a appris 2-3 trucs. Et il y a un malheureux japonais, yakuza, qui l'a capturé et qui le doit faire parler. Et il y a un autre personnage qui rentre dans la pièce, qui voit le type inconscient sur une chaise et qui voit tous les outils posés sur une table. C'est tout ce que je dis. Et j'ai eu plein de lectrices qui m'ont dit, mais quand même, qu'est-ce que vous avez raconté comme horreur, cette scène est abominable. Et là, j'adore, parce que c'est le moment où on reprend le bouquin ensemble et on relit cette page. Et les gens prennent conscience de la puissance de la littérature. C'est la seule leçon que j'aime partager avec les autres auteurs, ceux qui démarrent et qui veulent savoir comment faire. Il faut faire confiance à son lecteur. Il faut l'inviter à. Alors, je ne sais pas si vous avez passé un bon moment, mais moi, oui. Et donc, si vous pouviez vous abonner à cette chaîne YouTube, il y a comme un air, vous la retrouverez sur nos pages respectives, dans la Ligue, chez plein d'auteurs. Mais faites-le, vous gagnerez du temps, et puis comme ça, vous aurez des nouvelles fraîches, et c'est pas tous les jours.